Au début janvier 2023, un groupe de chercheurs de l'université Brigham Young dans l'Utah a publié un rapport avec un avertissement très inquiétant. Si on ne faisait rien très vite, il prévenait le Grand Lac Salé, le plus grand lac salé de l'hémisphère ouest juste à côté de Salt Lake City, était en train de complètement disparaître d'ici seulement les 5 prochaines années. En 2028, pendant les 3 décennies avant cet avertissement, le Grand Lac Salé avait déjà connu une baisse presque constante depuis 1987, quand le lac avait atteint son niveau historique le plus haut. Il couvrait environ 3300 miles carrés, plus grand que l'État du Delaware de là jusqu'au début 2023, quand l'université Brigham Young a sorti son avertissement, mais la taille du lac avait déjà diminué de plus de 71% pour ne plus faire que 950 miles carrés, laissant derrière une zone de fond de lac sec et exposé plus grande que l'île de Maui, et donc la peur terrible à l'époque que le reste du lac puisse totalement disparaître en seulement les 5 prochaines années, mais grâce à des chutes de neige records qui sont arrivées presque tout de suite après pendant les 2 hivers suivants, le Grand Lac Salé a un peu récupéré de sa taille depuis, mais beaucoup de scientifiques préviennent encore que sans intervention humaine massive, la baisse à long terme du lac est quand même presque certaine dans un monde qui continue de se réchauffer et dans un État qui vit encore largement au-dessus de ses moyens en eau, même s'il ne disparaît pas en 2028 comme les chercheurs de Brigham Young l'avaient prévenu au début en 2023. Le Grand Lac Salé reste à très haut risque de complètement disparaître pendant notre vie bientôt, et ça va faire beaucoup plus que juste changer la carte de l'Amérique du Nord si ça arrive, considéré par certains chercheurs comme une bombe nucléaire environnementale qui tic-tac. L'effondrement total du Grand Lac Salé risque de devenir la plus grande catastrophe environnementale que les États-Unis vont probablement vivre pendant tout le XXIe siècle. Ça risque de rendre une grande partie de l'Utah, y compris Salt Lake City, de plus en plus invivable parce que d'énormes quantités de poussière toxique pleine d'arsenic vont de plus en plus s'envoler du fond de lac asséché. Ça risque d'abîmer pour toujours l'immobilier, le ski, le tourisme et l'industrie minière de l'Utah. Ça risque de complètement détruire un des écosystèmes les plus importants d'Amérique du Nord qui soutient des millions d'oiseaux migrateurs. Ça risque de mettre en danger toute l'industrie alimentaire mondiale et ça risque que la poussière toxique vole bien au-delà des frontières de l'Utah et des États voisins comme le Nevada, l'Idaho, le Wyoming, le Colorado et l'Arizona aussi. C'est une catastrophe massive qui attend et qui n'est pas prise assez au sérieux par la plupart des gens pour le moment. Alors, voyons comment on en est arrivé là et ce qu'on peut vraiment faire pour sauver le lac. Le Grand Lac Salé moderne est le successeur du lac Bonneville historique, un énorme plan d'eau intérieure qui existait pendant la dernière ère glaciaire quand le climat avait plus de précipitations et des températures plus fraîches qui réduisaient l'évaporation. Le lac Bonneville faisait presque 51 000 km² de surface et plus de 300 mètres de profondeur il y a environ 17 000 ans, ce qui le rendait à peu près de la taille du lac Michigan d'aujourd'hui, et le faisait fonctionner plus comme une mer intérieure qu'un simple lac quand la dernière ère glaciaire s'est terminée et que le climat s'est réchauffé et que les précipitations ont baissé. Le lac a énormément rétréci et a laissé derrière une série de petits lacs successeurs dans la région qu'on connaît aujourd'hui comme le lac Sevier. Le lac Utah est le plus grand d'entre eux, le Grand Lac Salé toujours le 3e plus grand lac par surface entièrement aux États-Unis aujourd'hui, après le lac Michigan et le lac Iliamna en Alaska aujourd'hui. L'existence de ces lacs successeurs crée un des plus grands oasis de vie au milieu des grands déserts d'Amérique du Nord. Si tu commences au bord de la côte pacifique à l'ouest et que tu tires une ligne vers l'est, tu vois que très vite après avoir traversé le nord de la Californie et les montagnes Cascade et Clayot, tu entres dans le vaste désert du Grand Bassin qui prend presque tout le Nevada, une des régions les plus sèches et les moins accueillantes d'Amérique du Nord, et c'est seulement une partie des grands déserts d'Amérique du Nord, une série de déserts écologiquement différents qui s'étendent sur le côté ouest du continent, y compris le bassin nord, le bassin du Wyoming, le plateau du Colorado, le plateau Arizona-Nouveau-Mexique et le désert Mojave. Mais au milieu de tous ces déserts, à des centaines de miles des zones luxuriantes du nord de la Californie, il y a un énorme oasis vers de 100 miles du nord au sud, coincé entre les lacs successeurs de Bonneville à l'ouest et les montagnes Wasatch à l'est, où la vie abondante et la civilisation redeviennent possibles aujourd'hui. Cet oasis contient une métropole continue très peuplée de villes et de gens, une île de densité urbaine entourée de centaines de miles de déserts vides dans toutes les directions du nord au sud. Dans cet oasis, il y a les zones métropolitaines continues d'Ogden, Clearfield, Salt Lake City et Provo-Orem, ensemble plus de 2,8 millions d'habitants maintenant. Dans ce qu'on appelle le plus souvent le Wasatch Front, accueille de plus de 80% de toute la population de l'Utah. Le Wasatch Front est le cœur de tout l'État pendant des années. Ça a aussi été une des régions qui grandit le plus vite de toute l'Amérique grâce à sa beauté naturelle spectaculaire et accessible et son coût de la vie relativement modeste comparé à la Californie ou le Nord-Est.
Le prix médian d'une maison à Salt Lake City est encore environ un tiers moins cher qu'à Los Angeles et plus de 40% moins cher qu'à San Diego. Par exemple, le Wasatch Front a commencé à recevoir une colonisation européenne importante en 1847 avec l'arrivée des pionniers mormons pendant environ 20 ans, environ 70 000 d'entre eux ont traversé le continent en chariot depuis le Midwest américain pour venir s'installer dans le Wasatch Front après l'assassinat du premier leader et prophète mormon Joseph Smith par une foule en Illinois en 1844. Les pionniers mormons ont fondé Salt Lake City au bord du Grand Lac Salé en 1847 et en ont fait le siège mondial de l'Église mormone. Ce qu'elle reste encore aujourd'hui et qui a toujours donné à Salt Lake City une importance et un attrait religieux aujourd'hui, l'Église mormone revendique plus de 17,5 millions de membres dans le monde entier, mais probablement seulement un tiers environ sont vraiment membres actifs. Donc en réalité, il y a probablement entre 5 et 6 millions de vrais mormons pratiquants qui voient Salt Lake City comme le siège spirituel de leur foi pendant presque un siècle après la fondation de Salt Lake City. La population du Wasatch Front est restée modeste et dans les limites de ce qui pouvait être soutenu naturellement un siècle plus tard, en 1950, la population de tout le Wasatch Front n'avait grandi que jusqu'à environ 500 000 personnes, dont 85 à 90% étaient estimés membres de l'Église mormone à l'époque, mais à partir des années 1950 et après, la population du Wasatch Front a commencé à exploser à cause de plusieurs facteurs après le boom d'après-guerre mondiale en seulement 30 ans, en 1980. La population du Wasatch Front avait doublé à environ 1 million et puis en un peu plus de 20 ans, dans les années 2000, elle a encore doublé à environ 2 millions maintenant en 2025, le Wasatch Front a plus de 2,8 millions d'habitants, presque 6 fois plus de gens qu'en 1950. Il y a seulement 75 ans, la croissance de population du Wasatch Front a été tellement forte récemment que ça a fait de l'Utah un des États qui grandit le plus vite du pays dans les années 2020 depuis 2020 seul. La population de l'Utah a grandi de plus de 7%, ce qui en fait le 4e État qui grandit le plus en Amérique cette décennie derrière seulement la Floride. L'Idaho et le Texas pour accueillir toute cette croissance rapide, l'Utah a aussi actuellement la 4e plus grande quantité de construction de nouvelles maisons du pays, ce qui alimente une économie en plein boom qui profite beaucoup financièrement aux élus du Parlement de l'État de l'Utah parce qu'environ un tiers d'entre eux ont des liens avec l'industrie immobilière en plein boom de l'État selon une enquête récente du New York Times. Historiquement, toute cette croissance de population dans le Wasatch Front a été rendue possible par l'hydrologie unique de la région qui rend tout ça possible et qui rend aussi le Grand Lac Salé possible de grosses chutes de neige pendant les mois d'hiver sur les montagnes Wasatch qui dominent l'oasis à l'est et puis pendant les mois de printemps, cette neige fond, ce qui alimente les 3 grandes rivières de la région, la Bear, la Weber et la Jordan, qui se jettent toutes dans le Grand Lac Salé et lui fournissent presque toute son eau. Le Grand Lac Salé lui-même est un lac salé terminal endoréique sans sortie naturelle, ça veut dire que la seule façon que l'eau sorte naturellement du lac c'est par évaporation. Avant l'époque de la colonisation humaine massive dans le Wasatch Front, ce système hydrologique existait dans un équilibre fragile et facile à perturber pendant la saison chaude d'été. Le taux d'évaporation naturelle faisait perdre au Grand Lac Salé environ 60 cm de niveau d'eau, qui était ensuite remplacé le printemps suivant. Quand la fonte des neiges des montagnes descendait dans les rivières qui redescendaient dans le lac, les rivières amenaient aussi des minéraux des montagnes dans le lac mais sans sortie naturelle. L'eau qui partait chaque été par évaporation laissait toujours tous les minéraux dans le lac, ce qui faisait que le lac devenait plus salé que l'océan, et c'est ça qui lui a donné son nom, le Grand Lac Salé. Maintenant par contre, 2 gros facteurs cassent cet équilibre historique et causent le rétrécissement dramatique du Grand Lac Salé, la croissance explosive de population dans le Wasatch Front qui augmente les besoins en eau de la région et le changement climatique qui augmente les températures et augmente encore plus les taux d'évaporation au-delà des normes historiques à partir des années 1900, la construction fédérale et de l'état de barrages, canaux et pipelines le long des 3 grandes rivières qui alimentent le lac a permis de détourner plus d'eau des rivières pour d'autres usages comme l'agriculture, l'industrie et l'eau municipale dans les villes qui grandissent, ce qui a commencé à priver le Grand Lac Salé de sa capacité à se remplir naturellement. La consommation humaine d'eau de ces rivières dans le Wasatch Front a atteint des niveaux insoutenables pour la stabilité à long terme du Grand Lac Salé très vite dans les années 1960 et donc le lac a commencé à diminuer en taille puis heureusement une période humide très rare dans les années 1980 a réussi à remplir à nouveau ce que le lac avait perdu dans les années 60 et 70, mais après que cette période climatique s'est terminée et que le lac a atteint son pic en 1987, ça a été une baisse presque continue depuis. Notamment, entre 2020 et 2023, le Grand Lac Salé recevait moins d'un tiers de l'eau par les 3 rivières qu'il recevait naturellement avant la colonisation massive humaine dans la région.
ce qui a rendu sa capacité à compenser ses pertes naturelles par évaporation complètement paralysée. Le lac reçoit naturellement environ 3,1 millions d'acre-pieds d'eau par an par les rivières qui se jettent dedans. Il reçoit environ 600 000 acre-pieds d'eau par an par précipitation directe, pendant que environ 2,6 millions d'acre-pieds d'eau partent du lac par évaporation chaque année. Ça veut dire qu'en théorie, le niveau soutenable de consommation humaine d'eau du système serait autour de 1,1 million d'acre-pieds par an pour garder le Grand Lac Salé stable, mais le taux actuel de consommation humaine d'eau dans le système dépasse ça de façon catastrophique. Les humains retirent environ 2,1 millions d'acre-pieds d'eau par an des rivières en amont qui alimentent le lac, pendant que les opérations d'extraction de minéraux au lac retirent encore 200 000 acre-pieds d'eau par an en plus. Ça veut dire que le Grand Lac Salé subit un déficit annuel d'eau de 1,2 million d'acre-pieds depuis des années maintenant. Ce qui est bien sûr la principale raison du rétrécissement du lac pour stabiliser complètement le Grand Lac Salé. Et le sauver maintenant, les millions de personnes qui vivent dans le Wasatch Front devront collectivement réduire leur consommation d'eau actuelle de plus de la moitié, ce qui est un obstacle énorme à cause des industries et intérêts bien installés de la région et des rêves de l'Utah de encore plus de croissance et d'expansion au-delà de leurs ressources en eau déjà très tendues actuellement. Les villes et industries du Wasatch Front n'utilisent qu'environ 9% de l'eau qui est prise des rivières, mais un étonnant 90% de cet usage est dédié exclusivement à l'arrosage extérieur, comme les pelouses et les plantes. Avec un taux de consommation d'eau par personne de 96 gallons par jour en 2021, les habitants de Salt Lake City consomment aussi beaucoup plus d'eau que les habitants des autres villes désertiques des États-Unis comme Tucson ou Los Angeles, où les habitants consomment seulement 78 et 77 gallons d'eau par jour respectivement. L'extraction de minéraux du Grand Lac Salé, lui, même comme le sel, le sulfate, l'engrais potasse et le magnésium, consomment encore 9% de l'eau, pendant que les fuites et inefficacités et réservoirs consomment encore 8%. De loin le plus gros usage d'eau dans le Wasatch Front est dédié à l'agriculture, qui consomme un énorme 74% de toute l'eau qui est prise du système. L'agriculture dans l'Utah est naturellement difficile parce que l'État est sec et surtout couvert de déserts et vallées de montagnes. Les fermiers qui ont eu des droits d'eau dans l'État ont découvert très tôt dans l'histoire de l'Utah que la luzerne était une des rares cultures économiquement viables qu'on pouvait cultiver là-bas, qui les aidait à s'adapter aux environnements arides et le fait qu'elle peut être récoltée plusieurs fois par an. Ce qui est aussi une grosse industrie locale dans l'Utah aussi, mais la luzerne a besoin de beaucoup d'eau pour pousser et se maintenir, tellement que sur les 74% de toute l'eau du bassin du Grand Lac Salé qui est dédiée à l'agriculture en ce moment, 3/4 est entièrement dédié à juste faire pousser de la luzerne. Même si la luzerne est un pilier de l'économie rurale de l'Utah, c'est une composante extrêmement mineure de l'économie totale de l'État, moins de 1% du PIB total de l'État. Malgré combien d'eau de l'État elle consomme malgré ça. Le gouvernement dominé par les républicains de l'Utah, qui détestent même l'idée de régulation, a été réticent à limiter la consommation d'eau de l'industrie de la luzerne dans l'État parce que c'est une composante majeure de l'économie rurale de l'Utah qui vote beaucoup républicain et parce que c'est aussi la base des industries laitières et bovines de l'État, qui sont aussi grosses dans les parties rurales de l'État qui votent républicain jusqu'à présent. Le gouvernement de l'État de l'Utah n'a pratiquement rien fait pour limiter la surconsommation d'eau dans l'État et faire ce qu'il faut vraiment pour stabiliser le Grand Lac Salé en réduisant leur consommation d'eau de moitié est politiquement dangereux parce que ça ferait forcément du mal aux fermiers et éleveurs influents des parties rurales de l'État, et en même temps, l'Utah n'a fait aucun plan pour arrêter le développement de l'étalement suburbain qui rayonne dans tout le Wasatch Front, malgré le fait que le Wasatch Front vit déjà largement au-delà de ses moyens naturels en consommation d'eau. Les zones métropolitaines de Salt Lake City sont prévues par l'État d'ajouter encore 600 000 habitants supplémentaires d'ici 2060 pour répondre à la demande augmentée de tous ces nouveaux gens. La région devra soit détourner encore plus d'eau des rivières et ruisseaux qui alimentent le Grand Lac Salé, recycler plus d'eau usée, ou pomper plus d'eau souterraine des puits. Tout ça va encore diminuer l'eau qui entre dans le Grand Lac Salé et bien sûr, juste au moment où les humains prennent encore plus d'eau du système du Grand Lac Salé qu'avant. Le changement climatique augmente aussi ce qui était le taux naturel d'évaporation du lac. Les chercheurs du étude 2023 de Brigham Young ont estimé que les émissions de gaz à effet de serre humaines ont causé un réchauffement d'environ 4 degrés Fahrenheit dans le nord de l'Utah autour du lac depuis le début du XXe siècle, augmentant le rythme d'évaporation du Grand Lac Salé qui a compté pour environ 9% de la baisse du lac depuis la fin des années 1980, pendant que la grande majorité du reste de la baisse vient de tous les détournements des rivières et ruisseaux du lac qui sont principalement utilisés pour l'agriculture et la récolte de luzerne. Voilà toutes les raisons pour lesquelles le Grand Lac Salé a tellement chuté en taille depuis 1987. Tombant de plus de 71% de surface totale d'ici début 2023. Heureusement,
peu après que l'équipe de Brigham Young a publié leurs recherches et avertissements début janvier 2023, le Wasatch Front a connu un des plus hauts niveaux de chute de neige jamais vus pendant le reste de l'hiver cette saison-là, ce qui en a fait l'hiver le plus enneigé de la région depuis l'hiver 1992 à 93. Ça a permis au Grand Lac Salé de récupérer un peu de son plus bas historique, mais ça n'avait absolument rien à voir avec une intervention humaine pour sauver le lac, c'était de la pure chance climatique, et les hivers depuis ont été beaucoup pires en neige. La saison hivernale 2024 à 25 en particulier a été abominablement basse en chute de neige sur le Wasatch Front. La deuxième plus basse enregistrée ici pendant tout le XXIe siècle et une des 6 plus basses jamais enregistrées en allant jusqu'au début des ans 1884. Le danger n'est pas parti. L'Utah n'a pas réglé sa surconsommation d'eau, et si ça se trouve il prévoit juste de continuer à l'augmenter encore plus, et donc le Grand Lac Salé risque encore de disparaître de façon irréversible bientôt dans les prochaines années, sauf si une action drastique est prise très vite et si le pire arrive et que le lac finit vraiment par disparaître. Voici toutes les conséquences horribles qui vont suivre sous la surface des lacs salés: les polluants causés par les activités humaines proches comme l'exploitation minière, agriculture, ruissellement urbain et combustion charbon se concentrent avec le temps. Du coup, le fond du lac sous le Grand Lac Salé contient beaucoup de matières toxiques comme arsenic, plomb, mercure, cuivre, antimoine, zirconium et autres. Plus le lac continue de s'assécher, plus ces matières toxiques qui sont actuellement enfouies en sécurité sous le lac vont être exposées à la surface, où elles vont de plus en plus être emportées par le vent et former des nuages de poussière très toxiques qui menaceront la santé de millions de personnes dans tout le Wasatch Front proche. Plus le lac rétrécit en taille, pire la qualité de l'air va devenir dans tout le Wasatch Front. De grandes tempêtes de poussière toxique qui soufflent sur le Wasatch Front depuis le Grand Lac Salé asséché vont aggraver les maladies respiratoires, problèmes yeux, cancer, dommages cardiovasculaires, problèmes de reproduction et autres, ce qui va fortement baisser la qualité de vie dans le Wasatch Front, faire du mal à la capacité des entreprises locales à attirer et garder des employés, et mettre une pression à la baisse sur les prix immobiliers de la région parce que ça deviendra un endroit moins désirable pour vivre et travailler. Pour avoir une idée de à quel point ça pourrait devenir mauvais pour le marché immobilier du Wasatch Front, il suffit de regarder à environ 560 miles au sud-ouest la mer de Salton en Californie du Sud, un autre lac salé qui rétrécit et qui cause des problèmes similaires pour sa communauté. La surface maximale de la mer de Salton fait seulement environ un dixième de ce qu'était le Grand Lac Salé à son pic en 1987 et elle est dans une partie assez rurale et éloignée du pays qui n'a qu'environ 650 000 habitants, donc son rétrécissement est nulle part aussi destructeur que la perte du Grand Lac Salé va l'être, où vivent presque 3 millions de personnes quand même. La baisse de la mer de Salton a fortement augmenté les niveaux de poussière dans l'air et fait chuter la qualité de l'air, faisant que les taux d'asthme chez les enfants dans la région ont explosé à plus de 3 fois la moyenne de la Californie et causant une perte estimée à 7 milliards de dollars sur le marché immobilier local à cause des tempêtes de poussière accrues. Avec un lac 10 fois plus grand, une population régionale plus de 4 fois plus grande, la perte du Grand Lac Salé va inévitablement être encore plus catastrophique pour l'Utah. Les toxines des tempêtes de poussière vont aussi se déposer sur toutes les terres agricoles de l'État et dégrader la fertilité du sol local, sapant le potentiel agricole à long terme de l'Utah. De toute façon, même si les fermiers ne réduisent pas leur consommation d'eau aujourd'hui pas limitée au Wasatch Front, les tempêtes de poussière toxique pourraient aussi souffler au-delà des frontières de l'État et toucher les communautés des États voisins comme Nevada, Idaho, Wyoming, Colorado et Arizona aussi pour empirer les choses. Le lac qui rétrécit et les tempêtes de poussière accrues vont commencer à diminuer aussi le manteau neigeux de la région, éliminant encore plus la capacité naturelle du lac à se remplir et sapant une des industries clés de la région. Les sports d'hiver comme le ski et le snowboard. La poussière qui s'envole du fond de lac asséché va se déposer sur les montagnes Wasatch et augmenter le taux de fonte du manteau neigeux là-bas, raccourcissant la saison de neige. Pendant que le lac de plus en plus petit va produire de moins en moins d'effets de lac régional. Pendant l'hiver aussi, pendant la saison d'hiver, l'air froid prend de la chaleur et de l'humidité du plan d'eau relativement plus chaud du Grand Lac Salé, ce qui forme des nuages et fait tomber de la neige sous le vent sur les montagnes Wasatch, ajoutant énormément à la neige régionale et à la culture des sports d'hiver, mais sans la présence du Grand Lac Salé. Cet effet de lac historique pendant l'hiver va être perdu pour toujours et la chute de neige dans le Wasatch Front va devenir définitivement plus basse, faisant du mal à la saison locale de ski et snowboard. Une étude publiée par l'Environmental Law Institute plus tôt cette année 2025 a conclu que la perte de l'effet de lac du Grand Lac Salé dans la région pourrait diminuer le manteau neigeux annuel moyen dans les montagnes Wasatch entre 5,1 et 8,4%, ce qui sera catastrophique pour la saison de ski et snowboard dans tous les resorts de la zone. La recherche a
aussi montré qu'en 2022, quand le Grand Lac Salé a atteint son plus bas niveau jamais, la saison de ski dans la région a été 2 semaines plus courte qu'elle n'aurait été naturellement avec la perte complète du lac. La saison de ski dans le Wasatch Front va inévitablement devenir encore plus courte qu'elle a jamais été, menaçant l'industrie du ski de 2 milliards de dollars par an dans l'Utah qui soutient directement presque 26 000 emplois et menaçant même la viabilité des Jeux olympiques d'hiver 2034 qui sont prévus à Salt Lake City et encore pire. La quantité diminuée de manteaux neigeux dans les montagnes causée par la perte du lac va diminuer les réserves d'eau disponibles de la région pour l'agriculture, l'industrie et les usages municipaux aussi, limitant encore plus la capacité de l'État à grandir comme il veut à l'avenir. L'industrie d'extraction de minéraux qui opère actuellement dans le Grand Lac Salé sera entièrement détruite par sa perte, menaçant directement plus de 5 000 emplois dans l'État et paralysant la fourniture d'engrais, potasse et de magnésium du lac qui sont des composants critiques pour l'agriculture américaine et la production de canettes de boissons. Le Grand Lac Salé abrite aussi actuellement une industrie florissante de crevettes de saumure. Le lac fournit environ 40% de toute la production mondiale de crevettes de saumure, qui sont utilisées comme nourriture principale pour élever poissons et aquaculture dans le monde. La perte du lac va effondrer toute cette industrie dans l'État aussi, menaçant plus de 500 emplois et 67 milliards de dollars de production économique annuelle. Encore le Grand Lac Salé est aussi un maillon critique dans la voie migratoire du Pacifique, la grande route migratoire nord-sud prise par les oiseaux entre l'Alaska et l'Amérique du Sud. Le lac fournit un habitat naturel et source de nourriture qui soutient plus de 10 millions d'oiseaux migrateurs par an de centaines d'espèces différentes. Donc si le lac disparaît, tous ces oiseaux vont aussi ajuster leur route migratoire. Loin de l'Utah, sapant aussi l'observation d'oiseaux récréatifs dans l'État. En d'autres mots, la perte du Grand Lac Salé sera bien plus catastrophique pour l'Utah que faire ce qu'il faut pour le sauver maintenant en réduisant sa surconsommation d'eau. Peut-être le plus gros parallèle pour Salt Lake City et le Wasatch Front aujourd'hui, c'est ce que Los Angeles a vécu au XXe siècle pendant sa quête sans fin d'eau au début des années 1900. La grandissait vite et manquait d'eau pour soutenir ça. Croissance désespérée d'avoir plus d'eau où il pouvait pour continuer la croissance. Le département d'eau de Los Angeles a acheté des terres le long de la rivière Owens et a construit un immense aqueduc qui détournait l'eau de la rivière à 230 miles jusqu'à Los Angeles. Malheureusement, la rivière Owens était la source principale d'eau qui alimentait le lac Owens proche, qui à l'époque faisait plus de 100 miles carrés. La quantité insoutenable d'eau que Los Angeles a détournée de la rivière Owens a suffi à envoyer le lac Owens dans une spirale descendante irréversible et en 1926, il s'était complètement asséché et était perdu pour toujours. Depuis, l'effondrement du lac Owens est devenu une des plus grandes catastrophes environnementales de tous les temps en Amérique. Le vent a soulevé de la fine poussière du fond de lac asséché et infiltré les poumons des habitants proches pendant presque un siècle, faisant exploser l'asthme et les problèmes cardiaques autour de l'ancien lac. Le fond asséché du lac Owens a été la plus grande source de fine poussière et pollution particulière aux États-Unis pendant des décennies, et il fait seulement un /15 de la taille du Grand Lac Salé en Utah. Les habitants locaux autour du lac Owens ont fini par réussir à poursuivre la ville de Los Angeles en justice pour avoir causé la catastrophe. Et la ville a été obligée de faire tout ce qu'elle pouvait pour réduire le problème de poussière au début des années 1990. Depuis, là, même avec toutes ces énormes ressources, a encore du mal à contenir la catastrophe malgré avoir dépensé plus de 2,5 milliards de dollars dessus. La ville a essayé de couvrir tout le fond de lac asséché avec du gravier et a installé des milliers d'arroseurs dessus pour juste assez d'eau sur la poussière pour la garder en place. Des dizaines d'employés à plein temps sont présents à l'ancien lac Owens toute l'année pour essayer de garder son potentiel de pollution aérienne au minimum pendant que la plupart des petites villes qui existaient autour du lac avant qu'il s'assèche ont décliné et pourri à mesure que la qualité de l'air empirait. Mis à l'échelle d'un lac 15 fois plus grand avec une population de millions autour, une destinée similaire pour le Grand Lac Salé et le Wasatch Front au lac Owens risquerait de devenir la plus grande catastrophe écologique des États-Unis pendant tout le XXIe siècle. Et on ne peut pas ignorer non plus les effets culturels possibles de la disparition du lac Salt Lake City. Elle-même a été nommée d'après le Grand Lac Salé quand elle a été fondée il y a presque 2 siècles au XIXe siècle. Sans le lac, le nom de la ville va finir par devenir symbolique d'une époque révolue causée par l'arrogance humaine et son manque de respect pour la nature. Pour inverser la tendance et sauver le lac et empêcher la catastrophe qui suivra, l'Utah devra réduire drastiquement et rapidement sa surconsommation d'eau. Ce qui sera douloureux parce que ça va faire du mal à l'industrie
agricole de l'Utah et réduire la croissance de l'étalement suburbain et des pelouses que l'État aime tant, mais ne pas prendre cette étape douloureuse à court terme va causer beaucoup plus de douleur pour l'État à long terme si ça finit par provoquer l'effondrement complet du Grand Lac Salé, et je ne peux qu'espérer que l'Utah et ses habitants trouveront la détermination nécessaire dans ces moments difficiles pour faire ce qu'ils peuvent et en effet ce qu'ils doivent maintenant. Il y a beaucoup de données qui entrent dans la production de ce genre de vidéos, que ce soit pour montrer visuellement l'échelle à laquelle le Grand Lac Salé a rétréci au fil des années, détailler comment l'hydrologie autour du lac fonctionne et combien les humains retirent trop du système, ou vous montrer comment Los Angeles a de la même façon détruit le lac Owens pendant le XXe siècle. La capacité de visualiser vraiment les données brutes comme ça sur une carte au lieu de juste lire du texte, c'est exactement ce qui rend l'apprentissage de ces sujets environnementaux compliqués si fascinant pour moi, et c'est pourquoi le cours Exploring Data Visually est un de mes cours préférés que j'ai jamais pris avec le sponsor de cette vidéo. Brillant, il commence par enseigner des bases vraiment nues avec des exercices interactifs et explications simples, puis, au fur et à mesure, il rassemble ces petits concepts dans le processus plus grand. Et bientôt tu as une bonne compréhension de ce qui semblait au début un sujet intimidant, et pareil pour tous les autres sujets qu'il couvre, aussi du calcul à l'IA en passant par l'informatique, la physique avancée, la géométrie et bien plus. Je pense que Brillant est parfait pour le genre de personne qui aime vraiment comprendre des nouvelles choses parce qu'il t'amène au niveau où tu peux appliquer les concepts que tu apprends dans ta vie de tous les jours. Et ils rendent l'apprentissage super pratique. Leurs cours sont découpés en petits segments d'environ 15 minutes. Donc tu peux facilement utiliser leur appli pour progresser régulièrement pendant que tu fais la navette ou que tu as du temps libre. Donc, si tu es le genre de personne qui aime apprendre des nouvelles choses, tu peux essayer tout ce que Brillant a à offrir gratuitement en cliquant le bouton ici sur ton écran maintenant, ou en allant sur brillant.org/realiflore, ou en cliquant le lien en description. Et le meilleur, tu auras aussi 20% de réduction sur un abonnement premium annuel. Ce qui te donne accès illimité tous les jours à tout ce qui est sur Brillant. C'est une façon incroyable d'aider ma chaîne et d'apprendre des trucs cool en même temps. Et comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé.